But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Bonsoir, mardi 7 mai, 19h, 20h, en attendant Godard sur Radio Campus Rennes 88.4 FM, saison 5, épisode 30. Cette semaine, et il y a une raison spécifique à cela, encore une citation et toujours... Donc je le dis, mais Garrel travaille de façon unique. Chaque film tente désormais le panoramique à 360 degrés sur sa vie et celle des générations qui viennent, celle de ses enfants. Gilles Deleuze avait raison à son propos, c'est sur la longueur, à très longue échéance, que le cinéma de Garrel dépliera ses puissances. Sa façon d'aimer dans le temps travaille le plus profond de la mémoire, qui ne saurait exister qu'en côtoyant le présent du tournage. Les Garrel films sont fondés sur un temps unique, dont on peut sentir le passage entre chaque plan, de l'enfant secret, des amants réguliers, de Liberté la nuit, du révélateur, d'un ange passe, de J'entends plus la guitare, ou d'Elle a passé Tender sous les sunlight. Oups, je viens sans le vouloir de donner ma liste intime des films de Philippe Garrel, mon premier cercle. Qu'on me pardonne d'avoir mis tant d'années à la donner. Las Vegas, 14 janvier 2013. Voilà, il s'agit de la fin, d'introduction du livre Philippe Garrel en substance, celui de Philippe Azouri, paru il y a quelques semaines chez Capricci. Voilà, vous l'aurez compris, on va parler beaucoup de Philippe Garrel ce soir pour la sortie de ce livre chez Capricci. Ça devait être fin mars, la sortie du livre. Donc il n'y aura pas d'acolyte ce soir, il n'y a personne. Il n'y aura qu'un dialogue finalement entre deux personnes, c'est-à-dire moi et Philippe Azouri, puisque j'ai pu rencontrer l'auteur mi-avril donc à Paris. Voilà, c'est un dialogue, si on veut, c'est pas vraiment un entretien, vous verrez. Plutôt un dialogue comme ça entre moi et cet auteur. Bonjour Philippe Azouri, bonjour de me recevoir du coup à Paris là pour un entretien pour Radio Campus Rennes pour l'émission En attendant Godard. Donc on va parler de la sortie de ton livre chez Capricci, Philippe Garrel en substance. Première chose que je vais te demander finalement, c'est déjà de te présenter tout simplement. Oula, c'est la chose la plus compliquée qui soit. Je rajouterai si tu peux pas me mettre plus dans l'embarras comme vous demandez ça en première question. Moi, je vais le faire. Je sais pas parce que je suis censé, j'imagine, être ou avoir été longtemps critique de cinéma, même si j'ai jamais eu la carte de journaliste. J'ai jamais su si je faisais vraiment de la critique, même si si j'écrivais tous les jours dans le cinéma et essentiellement pour Libé, un peu aux Inrock, un peu au Cahier. Un peu de beaucoup de choses, mais quand même l'essentiel du travail c'était à Libé. Et puis là, j'ai quitté Libé il y a 1 an et demi, je fais autre chose, je fais du journalisme, disons. Même si là encore, c'est un autre costume qui est difficile à endosser. Enfin, voilà, c'est des questions de savoir si on endosse ou pas un costume. Donc oui, voilà, il y a la simplicité, c'est de dire que je suis critique, mais moi je me suis jamais senti dans la peau du critique. Je vais relativement très peu en projo par rapport, je vois autour de moi il y a des gens qui y vont 2 à 3 fois par jour. J'essaie d'y aller une dizaine de fois par mois et c'était pas toujours, le contrat n'était pas toujours rempli. Beaucoup de mal avec l'idée à cette époque-là de ce qui est censé être la fonction critique, c'est-à-dire de dire aux gens d'aller ou de ne pas aller voir un film. La prescription. Je suis incapable de ça. J'étais plus, c'était plus comme des lettres un peu que... Sur comment le film te travaille. Ouais, aussi. Voilà, j'avais l'impression que je recevais le film et puis comment le film travaillait vraiment en moi, quoi. Et je tenais un peu le journal intime de ça. J'ai l'impression que je faisais ça, mais sur commande, quoi. Donc c'était bizarre. Et c'est finalement peut-être pas très loin de la façon dont le livre sur Garrel s'est élaboré aussi, quoi. Voilà. Donc il y a ça d'un côté et puis il y a de l'autre une activité par laquelle nous on s'est rencontrés d'ailleurs, de blog sous pseudonyme, donc c'est quelqu'un d'autre forcément. Voilà. Ouais, évidemment. Sinon il porterait le même nom pour un blog qui n'est absolument, en tout cas moi je n'écris pas sur la partie du blog qui concerne le cinéma, parce que sinon je ferais la même chose, qui est sur la littérature. Le blog s'appelle Discipline in Disorder, on fait ça plusieurs, mais essentiellement on est 2 vraiment dessus. Yvan Smag qui est DJ, qui est basé à Londres. Yvan Smag qui est DJ qui est basé à Londres et moi-même basé à Paris. Et c'est
c'était précisément l'idée, c'était des gens comme ça qui n'avaient pas... on a été plus, on a été moins, des fois j'étais seul, des fois Yvan était seul. C'est depuis 3 ans et demi que cette histoire a commencé, mais l'idée c'était des gens qui n'avaient pas autorité à écrire sur les livres, puisque oui, l'ironie c'est que j'ai été critique littéraire un peu après aux Rock pendant 1 an à peu près, grâce à ça, alors qu'au départ l'idée d'écrire sur des bouquins pour Discipline in Disorder, pour le blog Discipline, c'était précisément on n'avait aucune autorité, parce qu'on n'était pas critique littéraire, les livres on les achète, on les recevait rien. Passionnel finalement. Ouais, voilà. C'était purement... et dans ce blog-là, alors que c'était fait quand même essentiellement par des gens qui avaient aussi la musique comme passion, on faisait tout pour ne jamais parler des bouquins qui traitaient de la musique, par exemple. Il y avait l'idée de... C'est Lacan, tu vois, qui disait ça. C'était Jacques Lacan, il racontait qu'il avait un patient comme ça qui est venu et qui lui avait dit un jour cette phrase qui est géniale. Il lui a dit un livre sur lequel on écrit devient sale. Et j'y pense tout le temps. Je crois que j'avais lu ça dans Trafic à l'époque. J'étais étudiant, mais cette phrase, j'y pense vraiment, vraiment tout le temps, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, le cinéma, à force d'avoir écrit dessus, peut-être que j'avais à un moment donné, j'avais besoin d'échapper à ça parce que ça devenait sale. Et la musique, qui a vraiment été, qui reste encore une passion permanente. Par exemple, j'écris tout le temps, je fais tout en musique. Je vais commencer par l'écriture. Et donc je continue toujours à chercher, à acheter des disques, à chercher, à télécharger des disques. Finalement j'ai essayé un peu d'écrire sur la musique, mais je crois que j'aimais pas ça, parce que d'un coup le rapport devenait sale. Et la littérature, c'était bien, parce que c'est ardu, quoi. Enfin, ça demande... tu comprends ? Enfin, écrire sur un livre, sur un film, ça prend... Tu vois le film, ça dure 2 heures et tu peux toujours faire le malin. Un disque, tu écoutes 4 morceaux, tu écoutes même le disque entier, il fait 1 heure et tu peux faire le malin. Un livre, t'as plus tant intérêt que ça à faire le malin, quoi. Ça demande un travail. Et c'est un travail de contamination. Une forme de discours qui peut être différente aussi, justement. Et c'était un travail de contamination. Là aussi, de toute façon, on a reproduit, parce qu'on est spontané. Enfin, ces trucs-là, c'était pas théorisé, mais on a... Je pense, mais je dis on parce que je pense toujours que c'est collectif, cette aventure de discipline, et c'est collectif. Mais je pense que on a reproduit ce que en tout cas moi déjà je faisais spontanément dans la critique de cinéma, c'est-à-dire que c'était à la fois des livres pour donner envie à des gens, comme on venait du milieu du clubbing, etc. On disait que les gens qui étaient en club ils lisaient pas assez, qu'on allait leur donner comme ça des pistes. Et puis finalement les gens des clubs ils n'ont pas lu pour autant, mais je crois pas que ça ait rempli la mission de ce côté-là, mais c'était la mission première. Mais ça a rempli autre chose, c'est-à-dire qu'on a commencé à creuser des bouquins, et quand on faisait ça à distance, on s'apercevait finalement qu'on cherchait les mêmes trucs, on était 4, 5, ou 2 ou 3, et on cherchait les mêmes trucs. Et on se faisait découvrir, enfin c'est un peu, je viens pas chez moi, j'ai ramené des trucs de tel pays, ou tiens je suis tombé sur ça, ou j'étais chez Gibert, j'ai découvert ce truc-là. Et finalement on retraduisait le même effet de... Vraiment là pour le coup de contamination, parce que tu passes de quelque chose qui est écrit, qui est un livre, à l'écriture, qui est le texte que tu dois rendre. C'est un enthousiasme. Et souvent cet enthousiasme-là faisait par exemple, on s'est aperçu qu'il était quasiment impossible de dire tiens en février j'ai lu ce truc, bon fin février j'avais pas le temps de faire le texte, ce qui a le temps parce qu'on fait autre chose et qu'on fait pour nous. Et tiens fin mars je vais finir par faire le texte. En fait on n'y arrivait jamais, les textes ne se faisaient pas parce que la contamination était immédiate, c'est-à-dire qu'il fallait avoir fini le livre et dans l'heure où on avait fini le livre, écrire ce truc comme ça qui fait un feuillet, 2 feuillets, c'est jamais très très long, et le garder comme souvenir. C'est quasiment l'empreinte immédiate d'un texte sur ça. Et finalement je ne saurais pas mieux dire même d'une certaine façon ce que j'ai... Je ne sais pas si j'ai réussi ou pas réussi à faire, enfin, ce que j'ai fait à mon corps défendant avec la critique ciné, du temps où j'étais critique ciné, c'est que finalement je donnais des empreintes qui étaient moins immédiates parce qu'il y avait 1 mois, des fois 2 mois entre le moment où je voyais le film et l'écriture. Et malgré tout, je ne travaillais que sur des pas dans le sable, quoi. D'accord. Tu vois. Et voilà, même si après moi j'avais une formation théorique solide puisque je venais de la fac et ça m'avait passionné ces histoires-là. Mais finalement ça s'est retrouvé assez peu dans ce que j'écrivais parce que je pensais que la théorie était morte au moment où j'arrivais en critique. Et surtout ce que je voulais éviter c'était le conseil, l'idée d'avoir à donner un conseil aux gens parce que je me sentais pas responsable je pense avoir depuis toujours des goûts bizarres.
Même s'ils le sont de moins en moins, ils sont devenus conventionnels par la force des choses, parce que finalement la cinéphilie ont gagné globalement tous les domaines. Enfin, c'est le vieux truc de Danet quand il disait quand il faisait Libé au début en 82 avec Séguré ou Lefort, quand ils défendaient Oliveira, ils étaient les seuls, quoi. Et aujourd'hui, si Oliveira fait un film, Le Monde, Télérama, Les Inrocks, Les Cahiers, Libé, tout le monde fait la même une, quoi. Voilà. Donc nos goûts, aussi bizarres soient-ils, sont devenus conventionnels. Mais malgré tout, j'ai quand même toujours l'impression que quand je me dis tiens, ça c'est génial, je sais quand même que j'ai aussi une fibre un peu bizarre et que je me dis que je peux pas envoyer 70 000 personnes ou 100 000 personnes qui nous lisent, qui nous lisaient à Libé à ce moment-là, voir ça, parce que c'était évidemment se mettre à dos 90%, quoi. Malgré tout, j'écrivais pour les 10% et j'écrivais surtout avec la seule sincérité que je pouvais avoir, c'est-à-dire vraiment l'empreinte et les idées qui germent pendant la vision des films. Je sais que très longtemps je prenais des notes et je prenais pas des notes de plan. Après je l'ai moins fait, mais c'est peut-être le début d'une fatigue quand je le faisais moins. Mais au début je prenais des notes et je n'écrivais pas ce que je voyais, je prenais des notes d'idées, d'idées qui venaient pendant la séance. C'était assez marrant, j'aimais bien ça. Du coup il y a ce blog et puis il y a des livres. Ça commence avec un Cocteau avec Jean-Marc Lalanne. Ouais. Et tu le dis dans ton introduction ici, c'est que ça pourrait former une trilogie informelle avec Werner Schroeter, chez Capricci déjà, et puis donc ce Garel en substance. Et tu en oublies un deuxième que j'ai fait avec Jean-Marc aussi, qui était le bouquin sur Fantomas. Cocteau. Il y a le Fantomas chez Yellowno, qui était le premier bouquin qu'on ait fait. Quand on a fait très très vite et finalement avec beaucoup de plaisir. Le Cocteau qu'on a fait au Cahier l'année d'après, qui s'appelait Désordre. Je parle dans le souvenir que j'ai de l'introduction assez vague, je me souviens d'avoir parlé de ça, qu'on y voira un clin d'œil, c'est-à-dire qu'effectivement c'est les doubles compilations Joy Division New Order, l'une s'appelait Désordre et l'autre s'appelait Substance. J'avais pas fait exprès au début, mais au bout de 3-4 jours je me suis aperçu que j'avais reproduit ça sans trop l'avoir voulu, quoi. Mais que ça me plaisait bien, quoi. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a le Schroeter qui est chez Capricci, que j'ai entrepris finalement. Pour le projet Garel est vieux, il a plus de 8 ans, il était un peu en panne et le Schroeter m'a finalement aidé à faire le Garel. Et le Schroeter a, je pense, bénéficié de beaucoup de recherches sur Garel, mais aussi beaucoup de ce que j'en avais fait sur Cocteau et énormément de Fantomas. Donc déjà, le Schroeter était un 3e volume, le Garel est peut-être un 4e volume, et peut-être ça se dessine différemment, je sais pas. Ouais, puis il y a des ramifications. Et le Arrieta rentre aussi là-dedans. Donc c'est une saga là. Je suis Bernard Weber en fait. C'est ça en fait, c'est les fourmis quoi. C'est mes fourmis à moi. C'est les fourmis à toi. Ouais, parce que ça même, il y a des ramifications, tu le dis. Par exemple, tu as ta conférence aussi sur biologie. Oui, ça peut aussi avoir une importance là-dedans. De toute façon, je sais pas tant. Toi, tu me suis un peu. T'as pu voir. J'ai tendance à ne jamais. J'ai pas tendance à cloisonner. Parce que j'aime bien que ça circule. Mon goût, c'est bien pour les livres de photos, pour la littérature, pour la musique ou le cinéma. J'ai l'impression qu'à terme. Quand tu aimes ces choses-là, il n'y a pas de hasard. Ces choses-là circulent les unes aux autres et que j'ai à apprendre. Ça participe d'un même enthousiasme, de mêmes envies. Oui, mais au-delà de ça participe de l'envie d'aérer systématiquement ou de creuser des galeries qui sont pas les. J'aurais jamais pu supporter de n'avoir pour passion que le cinéma, que la littérature ou que la musique. Et de ne faire qu'avec ça. De la manière que quand j'avais été. Je sais que j'avais. Une transdisciplinaire. Ouais, je sais pas. Non, mais quand j'avais pas, par exemple, je te dis que j'avais suivi des études à la fac, tu vois, assez longues, tu vois, même très feignantes, mais assez longues. L'angoisse absolue pour moi, c'était le thésard, si tu veux, qui reste 5 ans sur un seul sujet, qui souvent en plus on lui a refilé, qui s'est pas choisi parce qu'il y a une opportunité à cet endroit-là, il y a une recherche possible. J'ai fait ça, je veux dire, je peux en parler, et je pense que l'idée du type qui reste 5 ans assis sur le même sujet, qui en sort maître d'un savoir, et ce savoir il va le distribuer, je sais pas comment, je trouve pas le verbe, pendant 10 ou 15 ans de sa vie d'enseignant, de transmettre, aussi noble soit-il, pour moi c'est le point absolu de l'angoisse. Là, tu touches à quelque chose, parce que bon nombre des gens qui sont dans notre émission justement ont ce problème-là d'avoir justement d'être en thèse. Et de... Moi j'ai écrit tard, tu vois, j'ai commencé à écrire, j'avais 27 ans, tu vois, et avant j'écrivais pas du tout, même pas chez moi, je veux dire, j'ai jamais rien envoyé, j'ai écrit par hasard.
Mais j'aurais jamais imaginé d'être journaliste si ce hasard m'était pas tombé dessus. C'était en 98, tu vois, et je me dis que ça m'a sauvé de quelque chose que je n'étais pas, qui était en train de me tétaniser. J'avais l'impression vraiment de geler sur pied à un moment donné, qui était ce rapport à la fac, un savoir unique dont tu étais le maître. Et je pense que le discours de maître est globalement ce qui me fait le plus horreur aujourd'hui. Se devenir mandarin. Ouais, voilà, ouais. Et si tu veux, même je m'aperçois que dans les 4-5 bouquins voilà, que j'ai fait seul ou avec Jean-Marc ou avec d'autres, il y a l'idée, par exemple sur Garel, sur ce Garel-là là, qui vient de sortir, qui est celui dont potentiellement on peut dire je l'ai porté pendant 8 ans. Je ne revendique aucun discours de maîtrise sur ce livre-là. Je pense qu'il est pour moi tel qu'il doit être, c'est-à-dire dans le refus total de donner la moindre leçon ou la moindre clé. C'est des hypothèses, ce sont les miennes. Elles sont intimes, je les suis jusqu'au bout. Je sais même pas, à un moment donné, peut-être qu'elles ne ressemblent même plus à Garel. C'est ta lecture de l'œuvre. Ouais, c'est même mon voyage dans l'œuvre. C'est autre chose qu'une lecture. Lecture, ça reste encore relié. Et à un moment donné, je pense où j'ai le nez sur le film, puis à un moment donné, je continue à écrire, je ne revois plus les films, et j'ai très mauvaise mémoire. Ou c'est ta manière de l'habiter. Ouais, voilà. Ouais. Oui, ça me va, ça. Ouais. Justement, c'est une des premières choses que je vais te demander, c'est que, bon, t'en parles un peu en introduction, c'est que finalement ça fait 8 ans, et c'est une écriture par carnet. Ouais, c'était marrant. Enfin, le livre est une commande qu'on nous avait faite avec Lalanne à la sortie du Cocteau. D'accord. C'était très bien passé. 2002. Ouais, c'est ça, c'est à peu près 2002. C'était très bien passé en disant pourquoi pas un Garel, etc. Et je me souviens que Lalanne s'était retourné dans le bureau, il m'avait dit mais Garel c'est toi, c'est ton sujet. Je crois qu'il avait très envie de faire le Gus Van Sant, qu'il a fait bien avant moi d'ailleurs. Avec Stéphane Bouquet, c'est un livre magnifique. Et Lalanne m'a dit mais Garel c'est toi, celui-là il faut que tu le fasses seul. Donc j'ai signé pour seul et j'ai rien fait comme souvent dans ces trucs-là parce qu'il n'y avait pas de deadline, donc j'ai passé un an à ne pas y penser. Et à traîner ça un peu comme jeune thésard, je traînais la thèse que j'ai jamais finie, si tu veux. Tu sais, c'est des trucs où tu te réinscris comme ça chaque année. Ah, oui. tu connais bien ça. Où tu vas, tu vois, t'as un moment de panique vers le début du mois de mai, tu commences à aller à la BU de la fac parce que tu te dis, mais peut-être qu'il va falloir qu'en septembre, je rende un truc et tu rends rien, quoi. C'était un peu comme ça jusqu'en 2004, et puis il y a eu un moment, un déclic vers début mars 2004. Non, 2005, excuse-moi. 2005. Je vais être précis, ouais. Début mars 2005, il y a eu une sorte de déclic, si tu veux, un matin. C'est vraiment très con, c'est un matin dans un café. À l'époque, j'habitais près du métro Jourdain. Il y avait un café à Jourdain à cet endroit-là avec une très belle lumière. Et un matin, j'avais un carnet avec moi. La chance, c'est que j'avais un carnet, mais pas du tout pour ça. Il traînait dans ma poche. Qui venait du Japon ? Non, en fait, c'est des carnets Muji. Tu vois. Ils sont qui les fabriquent au Japon. Mais ça, on les trouve à Paris. Tu vois. Je l'avais trouvé à Paris. J'avais jamais été au Japon à cette époque-là, pas encore. Quoi. Et ce matin-là, je sais pas quoi, une idée est venue sur un mot. Je peux plus te dire quel mot c'était, mais il y a eu une sorte de déclic. Et je me suis mis à travailler. Je me lève très tôt le matin. J'ai l'habitude de me lever à 6h45. J'ai tendance à faire chier les barman parce que je fais l'ouverture des cafés. Tu vois. J'étais à 7h et de 7h à 11h du matin, si tu veux, j'ai écrit comme ça. Et quasiment, si tu veux, tout ce qui est déjà encore aujourd'hui, 8 ans plus tard, la structure du livre, d'une certaine manière, était là le premier jour. C'est-à-dire que c'est quasiment mal exprimé, brouillonne, mal fichu, enfin tout ce que tu veux, mais le truc est quand même là. Et y compris le titre d'ailleurs. Je ne sais pas si je le dis en introduction, mais en substance, c'est venu là. Après, je me suis aperçu que ce titre, on l'avait déjà utilisé avec Séguré dans l'IB, tous les deux. Pour Sauvage Innocence. Ouais, pour Sauvage Innocence, mais je m'en souvenais plus du tout. Tu vois, comme quoi c'est marrant ces trucs-là, mais... Ouais. Mais voilà, donc ce rythme, si tu veux, donc j'ai continué le lendemain. Je suis revenu au même café avec le carnet. Puis je me suis dit, quand j'aurais fini un carnet, j'en remplirais peut-être 2. Et je pensais comme ça, j'étais assez crédule. Je pensais qu'en 3 semaines, j'aurais fini le travail. Schroeter a été écrit comme ça. Il a eu 15 jours d'écriture sur des carnets, à peu près les mêmes. Mais finalement, le piège, si tu veux, du carnet, c'est que tu y prends un plaisir fou.
Et plus tu y prends plaisir, si tu veux, plus tu repousses l'idée de l'achever. Ça devient le livre. Tu t'installes. Ouais, ça devient le livre interminable. En fait, c'est Blanchot retrouvé. Tu vois. Et tu vois, et surtout, du coup, moi, si tu veux, j'avais trouvé une tactique, mais qui était très étrange parce que l'idée spontanée, c'est de dire, l'après-midi ou le soir, chez moi, je vais revoir un Garel. Le lendemain matin, je vais écrire. Mais en fait, je ne fonctionnais pas du tout comme ça. Je prenais un bouquin. Quel qu'il soit, le bouquin que j'étais en train de lire à ce moment-là, ça se retrouve un peu dans le livre. Je lisais beaucoup Mario Praz, qui est un érudit italien du XXe siècle, dont Visconti d'ailleurs a plus ou moins fait le portrait dans Violence et Passion. C'est un érudit sur les décadents, sur le romantisme noir, tu vois. Et je lisais beaucoup Mario Praz, et chez Praz, si tu veux, je le lisais comme une langue étrangère. C'est-à-dire que d'un coup, à un moment donné, je lisais 3 pages, 4 pages, 5 pages, mais sans rien comprendre, littéralement, ça ne m'intéressait plus, je lisais comme une musique, et puis d'un coup, il y avait un mot, un verbe, un adjectif, quelque chose qui résonnait, et dont je voyais qu'à partir de là, je pouvais tirer un fil de la pelote Garel. Ça résonnait avec quelque chose. Ouais, voilà. Et il se trouve que le Mario Praz était en 3 volumes, donc j'ai voulu aller jusqu'au bout des 3 volumes, et ça faisait déjà quasiment 2 carnets. Mais de là, le piège, je suis tombé dans une sorte de piège, si tu veux, les carnets étaient manuscrits, donc évidemment. Oui, en plus. Donc si tu veux, j'ai commencé ça a duré 2 ans ce travail-là, et ça m'a pris 10 carnets et demi sur 2 ans et demi, 2 ans et demi, on va dire. Et à un moment donné, je me suis mis devant une masse de signes complètement dingue, avec un livre qui n'avait absolument plus de forme, et avec des interruptions, tu vois. Il y avait des fois 2 mois, 3 mois, tu vois, j'emmenais ça en voyage avec moi beaucoup et tout, quoi. Et à un moment donné, voilà, quoi, tu vois, à un moment donné, le carnet n'avançait plus parce qu'il n'y avait plus d'idées, que j'aurais dû passer à l'écriture à ce moment-là, et ça je l'ai pas fait. Et ça, de 2009 à cet automne, en fait, quoi, tu vois, au mois de novembre-décembre, je n'ai plus touché du tout ces carnets-là, et j'ai eu, il y avait nécessité pour moi maintenant d'achever ce livre, de le faire, enfin de le sortir, vraiment au sens de sortir de moi, quoi, tu vois. Et ça a été je pensais qu'en fait, si tu veux, j'avais toujours une formule si tu veux, quand tu trimbales un livre pendant 7-8 ans, c'est super utile, parce que quand t'as pas envie de faire un truc, tu dis je peux pas parce que j'ai le Garel. J'ai un peu sorti à tout bout de champ, mais si tu veux, au bout d'un moment, on me disait mais on voit rien venir, enfin il y a quoi? Et je disais, si tu veux, j'ai tourné. Je suis en train de dérocher, ce qui veut dire que je l'ai beaucoup fait, c'est un moment de reprendre le carnet, de pas du tout sélectionner, de tout saisir sur l'ordinateur. Bon, ça n'a servi à rien, j'ai perdu un temps fou avec ça. Donc je disais, j'ai tourné, j'ai déroché, ça c'était l'acte de dérocher, il ne me reste plus qu'à monter. En fait, non. Quand j'ai écrit, j'ai écrit entièrement. D'accord. Le truc, si tu veux, qui est marrant, c'est que la préface du livre se termine à Las Vegas, et elle est datée de, je sais plus quand j'étais là-bas, 23 janvier, là, il y a 2 mois, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. 22-23 janvier, toi qui as le livre sous les yeux. C'est le 14 janvier. 14 janvier, tu vois, voilà. Et j'étais censé, si tu veux, voilà, enfin, j'avais promis à Capricci le livre pour le début janvier, ça voulait dire la mi-janvier, on y arrivait, et la préface était censée, clore le livre dont j'avais rendu toutes les parties. Et ce livre que j'avais rendu ne me satisfaisait pas du tout. J'ai l'impression de toute façon qu'il n'enthousiasmait pas non plus des masses Emmanuel Burdeau, qui est le directeur littéraire de Capricci. Et il s'est trouvé qu'il y a un truc un peu qui s'est déclenché à la préface. Tu vois, c'est étrange. Je suis arrivé à Las Vegas super malade, j'ai une chambre d'hôtel, et la préface est venue très vite, en 1 heure. Et je ne l'ai pas relue, j'ai envoyé à Emmanuel en disant je n'ai pas le courage de relire ça, parce que si je le relis demain, je vais y injecter que de la peur, je la trouvais plus libre que le livre initial. Et Emmanuel a eu c'est un éditeur hallucinant là-dessus, quoi. Enfin, il m'a dit écoute, c'est effectivement bien plus fiévreux, mais au bon sens du terme, si tu veux, et bien plus libre que ce que tu m'as envoyé. Et si tu veux, on peut repousser les murs de 3 semaines, ce qui est une folie, si tu veux, en termes de fabrication. Marianne Narboni qui relit, enfin, je l'ai vu il y a 4 jours, je me suis excusé, si tu veux, parce que tu étais face à des gens qui sont censés sortir un livre fin mars, quoi, tu vois, et t'as un éditeur qui te dit, écoute, on est le 15 janvier ou 18 janvier, si tu veux, tu prends 3 semaines et on pousse les murs.
Et si tu arrives à retrouver le souffle que tu as dans l'intro et dépasser la peur que Emmanuel sentait à juste raison dans le livre, on fera un meilleur livre. Et le livre, je l'ai réécrit en 3 semaines entièrement, tout en étant au journal pour lequel je travaille au quotidien, si tu veux. Et ce livre, ça veut dire, tu jettes pas le livre, mais tu réécris tout. Les idées sont là, la structure est là, tu vois. Mais d'un point de vue littéraire, tu combats tous tes automatismes, tu les mets à plat. Tu essayes de trouver une autre musique. Aussi. Non, moi j'ai tendance à. Non, parce que finalement il fait d'ailleurs quasiment à peu près la même. Il pèse le même poids, tu vois. Mais il y a le. C'est un retravail du style plutôt. Ouais. Ça va être ça, quoi. Je sais pas. Tu sais, c'est étrange. Enfin, c'est d'un coup. Voilà, t'as plutôt la réputation d'écrire de façon très libre. Les gens sont. Tu vois, à tort ou à raison, je suis mal placé pour dire ça, mais voilà, bon, les gens disent ça, c'est quand même, il y a une plume, c'est libre. Ouais. Et puis tu t'attaques à ça et rapidement, tu vois, moi j'ai fait ça pendant les vacances de Noël, disons, j'ai dû m'y mettre vraiment à l'écriture du premier chapitre, ça doit être vers le 20 décembre, et donc le 14 janvier, je rends un truc à l'éditeur et je suis content parce que ça fait 350 000 signes. Tu es content parce que tu as fait du kilo, tu vois, tu dis aujourd'hui c'est pas mal, j'ai fait 14 000 signes, ce week-end j'étais inspiré, j'ai fait 25 000 signes, mais ça j'aurais mieux fait si tu veux de travailler. Tu vois, c'est pas ton poids en signes que tu retranscris, quoi. Et je pense qu'il y a tout un tas de trucs, je pense aussi un truc bizarre, c'est un copain qui m'a fait remarquer ça la dernière fois, il me dit bizarrement c'est pour ainsi dire le premier cinéaste vivant sur lequel tu fais un bouquin. Je mets à part Arietta, c'est un livre d'entretien, et Charles Demeaux avec qui j'avais fait un petit livre d'entretien aussi. Mais c'est complètement à part. Mais Schroeter venait de mourir il était déjà mort quand j'avais commencé le livre. Cocteau, et bon, Fantomas c'est un personnage purement fantasmatique, donc on n'avait pas ce problème-là. Et écrire sur un cinéaste qui est vivant, qui travaille. Avec qui tu dialogues en plus. Avec qui je dialogue, heureusement pas tous les jours, sans quoi c'était littéralement impossible, mais en plus pendant entre Noël et le jour de l'an, il y a un entretien au milieu du livre qui est vraiment. Je pensais que le livre était. Je pense toujours d'ailleurs, le livre est d'une certaine façon abstrait ou psychédélique, si tu veux, et que le bon équilibre c'était d'injecter au milieu de ce livre un entretien avec Philippe, qui aurait été un entretien. Entièrement consacré à sa méthode de travail, c'est-à-dire vraiment comment il bosse avec les acteurs, comment ça se fait que malgré le fait qu'il tourne, si tu veux, des histoires qui sont des échos de sa vie passée et qui traversent des choses qui ont été des gens qui sont morts et que ces histoires-là, il les tourne au présent, c'est-à-dire que quand il tourne, je pense que et c'est pas une pause, qu'il est totalement amnésique de ce qui lui est arrivé, qu'il revit quelque chose, il fait revivre quelque chose à la caméra sans le souci fétichiste d'être dans le souvenir, mais au contraire, il est dans la réactualisation, c'est-à-dire qu'il ne s'intéresse plus qu'à l'acteur quand il joue, et avec un système en plus qui retient sur un équilibre complètement dingue, parce que ça repose sur la prise unique, donc c'est-à-dire le sans filet. Et pour être vraiment au présent total, c'est-à-dire même pas se couvrir. Et d'ailleurs, il répondait à une interview il y a 1 semaine, 2 semaines chez Michel Simon, tu vois, sur France Culture. Ouais. Et il disait ce truc très juste, il dit que finalement, quand il tourne en ce moment, il est complètement hors la loi depuis qu'il fait cette méthode, mais cette méthode, elle est héritée de son cinéma expérimental qui, lui, n'était pas avec des acteurs, des gens qui... si, quand même, il était aussi avec des acteurs, je retire ce que j'ai dit, mais ceux avec qui il entretenait un rapport d'amitié, c'était quasiment certains films tiennent du journal de famille, mais il tournait en prise unique aussi, quoi. Et il gardait tout. Et là, c'est toujours pareil. Et il dit qu'en fait, les assurances ne couvrent pas ça. En fait, l'assurance d'un film te couvre qu'à partir de la deuxième prise. Parce que ça veut dire que c'est une assurance technique. Bon, lui, il refait parfois des prises. Il s'en cache pas. S'il y a une connerie au son, si l'acteur trébuche, il n'y arrive pas, il refait. Mais il ne cherche pas, comme Doyon, par exemple, avec qui il est très très copain. Tu vois. Après, chacun sa méthode, il n'y a pas de vérité. Mais il ne cherche pas, comme Doyon, à faire...
aller vers un faire peu une 13, sorte d'épuisement 14, aussi parfois de- même 50, 60 prises, ou comme Bresson. Ce qui peut advenir chez l'acteur à partir d'une Ouais. certaine durée. Mais en même temps, c'est intéressant aussi, c'est-à-dire qu'il cherche exactement la même chose, parce que Garrel cherche à capter quelque chose qui est au présent total, donc sans filet, donc il faut que ça soit joué une seule fois dans une concentration où tout le monde est au même niveau immédiatement, quasiment comme dans la vie, et c'est quelque chose jaillit de ça. Mais En ayant eu des répétitions. en ayant eu des répétitions Préalable. pour que le texte évidemment soit acquis pendant des mois et des mois, tous les week-ends. Quand Doyon, lui, si tu veux, fait répéter la prise, ne se satisfait jamais, 6 fois, 7 fois, 12 fois, 15 fois, 20 fois, pour qu'à un moment donné un accident arrive, c'est-à-dire que l'acteur redevienne complètement neuf, puisque l'accident, si tu veux, désamorce toutes les prises qui ont été faites précédemment. Donc il est aussi dans une prise unique, si tu veux, mais à part qu'ils lui font un long travail de prise, qui pourrait presque ne pas filmer, si tu veux. Tu vois. Mais voilà. Ce qui est là, c'est parfait parce que tu viens de pas mal synthétiser pas mal de petites questions que je voulais te poser justement par rapport à la lecture du livre, sur cette question du temps et de la mémoire. Ouais. Chez lui, cette Ouais. façon comme ça que voilà, on est vraiment dans un film au présent et on ne travaille pas sur le souvenir. C'est-à-dire que les acteurs n'ont pas conscience finalement de ce que lui a vécu. Lui a vécu son histoire qui retraverse pourtant tous les films. Je pense même que concrètement, aujourd'hui, ça devient plus compliqué parce qu'il est à l'âge où il est devenu une légende et où sa vie aussi est devenue légendaire. Mais en début des années 90, si tu veux, quand il tourne J'entends plus la guitare, Ouais. il fait appel à une extraordinaire actrice qui s'appelle Johanna Terstig. Et ils tournent le film ensemble. Le film, il est à clé, évidemment, tu vois, comme toujours chez Garrel. Les personnages sont constitués à partir de deux personnes différentes. Et il repose quand même, peut-être plus que les autres, sur son histoire avec Nico. Et le film est en compétition à Venise. Le film passe, il est acclamé. Johanna Terstig commence à enchaîner les interviews. Et au bout, si tu veux, de 3 heures d'interview, elle se retourne vers l'attachée de presse. C'était Marie-Christine Damien. Et lui dit « C'est qui Nico ?» Parce que Philippe ne lui en avait surtout il avait surtout pas parlé de ça. Et c'est révélateur, si tu veux, c'est génial, parce que c'est révélateur d'exactement de ce qu'il attend du film, de ce qu'il attend de l'incarnation, et aussi ce qu'il tente absolument d'éviter, c'est-à-dire réellement d'être absolument pas... C'est Deleuze, tu vois, qui mettait ça dos à dos dans les DVD, les CD, là, les 6 CD qui sont sortis sur le cinéma là, il y a 7-8 ans, là, qui sont extraordinaires. Ouais. À partir de Bergson, si tu veux, au moment il dit... la chance du recommencement. La chance du recommencement. Moi, il se trouve que quand ces trucs-là sont sortis, ces CD sont sortis, j'étais en plein déjà dans ce livre-là, et j'avais été... Et tout ce passage-là sur la chance du recommencement, pour moi, il est extraordinaire, parce que c'est quasiment la clé théorique, en tout cas le mur théorique du bouquin, il est là pour moi. Si tu veux. On n'est pas que dans le stylisme, à un moment donné, on est quand même porté par un mur théorique, et c'est-à-dire que c'est le souvenir, c'est le total contraire de la mémoire. Le plus profond de la mémoire, c'est surtout pas le fétichisme du souvenir. Le souvenir ici étant lié au naturalisme, du coup. Voilà, le souvenir, c'est le naturalisme, c'est la copie. Le plus profond de la mémoire, c'est le surgissement, c'est quelque chose de complètement différent. Et Deleuze s'en sert beaucoup, il en parle un peu pour Ozu, beaucoup sur Fellini, un Marcor en particulier. Il cite pas Garrel, mais les pages sur Garrel dans l'image-temps sont déjà à couper le souffle. C'est Burdo d'ailleurs, on s'est retrouvé au Portugal il y a 3 mois, tu vois, il avait ce truc comme ça, il disait à un moment donné, mais on a l'impression que, ou dans l'image-temps, ou dans certains, quasiment 80% des textes sur Danet, t'as le plan d'un bouquin à faire, après à quelqu'un de le faire ou de pas le faire. Et là on voit bien que les 4-5 pages de Deleuze à la fin de l'image-temps, c'est quasiment un plan de livre pour quelqu'un qui voudrait l'écrire. Je ne sais pas si c'est ce livre-là que j'ai écrit, je ne le souhaite pas non plus, parce que ça voudrait dire que je suis en mode moine copiste, c'est pas ça. Mais il y a une intuition vraiment folle, enfin, qui est pas ce qui m'avait sauté aux yeux dans les années 90, quand je lisais l'image-temps quasiment comme on dit avec le doigt, parce que c'est tellement éblouissant à chaque page. Ce qui m'a frappé en relisant de très très près le passage de Deleuze sur Garrel, c'est qu'il dit qu'en fait, il a la conscience en 82-83, alors qu'il est en train d'écrire le livre, et que l'œuvre de Garrel était juste en train de ressusciter. Liberté la nuit n'est pas encore sortie. Liberté la nuit n'a même pas encore été tournée. Il y a l'enfant secret, voilà, qui crée ce truc-là. C'est peut-être un peu plus
Ouais, sur l'image temps est peut-être sorti plus tard. Moi, je suis pas contemporain je suis un tout petit peu trop Il me jeune semble que ou c'est pas assez vieux. 84-85 en fait. Ouais, je crois que c'est 85. Ouais, Ça veut dire que quand il fait juste l'image temps, après. je sais plus s'il se sert de Liberté la nuit. Mais en tout cas, il a cette intuition qu'après que Garrel ait tourné toute cette phase expérimentale qui commence avec quasiment avec son premier, avec les enfants désaccordés en disant en 64 quand il a 16 ans, 17 ans. Période héraldique. Période héraldique, ouais. Oui, Comme on a dit, héraldique, tu vois, complètement en tout cas expérimental, chimique, très très figé, qui le porte jusqu'à de la stase et qui le porte jusqu'au bleu des origines en 78 et dont il commence à sortir en passant par la narration, c'est-à-dire par la reconduction de ce qui lui est arrivé dans un récit autre et différent avec L'Enfant secret, qui est un film de 79 mais qui ne sort qu'en 80-82. C'est-à-dire que lorsque Deleuze prend à corps l'œuvre, il pourrait catégoriser Garrel ad vitam aeternam comme un cinéaste expérimental qui travaille sur la durée, le temps, enfin ça pourrait être Michael Snow d'une certaine manière ou quelque chose comme ça pour prendre des gens très très respectables, ou Warhol quoi. Et là il dit, il y a en puissance, il est contenu dans l'œuvre de Garrel en puissance des qualités de temps qui prendront un temps fou pour se déplier et dont on ne verra les effets qu'à très long terme. Et c'est exactement, mais c'est ça qui est dément si tu veux, c'est que l'intelligence quasiment prophétique de Deleuze là-dessus. Ouais. C'est-à-dire de voir si ce type est en train de re-raconter sa vie en passant par un système différent tout en gardant cette signature de chaque plan qui est folle. Plan qui signait autrefois, qui ne signe plus aujourd'hui puisqu'il n'est plus derrière la caméra. Et il disait samedi dans la masterclass qu'on a faite ensemble à Bobigny qu'il faisait une confiance totale en son chef opérateur, c'est-à-dire qu'il ne va pas derrière vérifier le cadre. Et ce qui est dément, c'est qu'un plan de Garrel te montre un photogramme qui date de 76 où c'est lui qui est derrière la caméra, ou d'aujourd'hui tourné par Champetier, Lubchansky ou d'autres. C'est littéralement le Curant, c'est exactement les mêmes valeurs de cadre, c'est la même lumière, il y a une signature, enfin, les plans sont contaminés. Mais Deleuze voit ça, enfin, il voit que désormais c'est dans le temps et dans l'éternité que va se déplier le cinéma de Garrel, et que le cinéma de Garrel, si tu veux, il va nous donner, et c'est ce qu'il ne va pas arrêter de faire depuis et qu'il continuera à faire, parce qu'il y a un film qui vient d'être tourné là et qu'on verra à la rentrée. Qui s'appelait La Jalousie, qui s'appelle désormais, j'ai oublié le nom c'est pas Les Anges. Gardons les Anges. J'ai gardé les Anges. Ouais. C'est ce qu'il a dit Michel Simon. Ouais. Il a eu un autre titre à un moment donné, qui n'était pas très heureux d'ailleurs, qui s'appelait Le Feu aux Poudres. Je pas su. Je pense que c'est convaincant pour personne. La Jalousie était très beau. Tout le monde est un peu amoureux de ce titre-là, mais je crois qu'en fait le titre doit être repris par quelqu'un. Je sais pas. Mais enfin, bon, quoi qu'il en soit, si tu veux, ce qui est extraordinaire, c'est que effectivement, c'est un cinéma qui depuis, c'est un cinéma qui, quand il était tourné au présent, c'est ça que si tu veux qui est paradoxal et qui est marrant. C'est ce cinéma quand il était tourné au présent, quand ce mec était un gamin, c'est-à-dire qu'il a commencé à tourner à 14-15 ans. L'essentiel de l'œuvre expérimentale dont on parle et qui est constituée de un peu plus d'une dizaine de films, dont au moins 3 chefs-d'œuvre sidérants, enfin, littéralement, sont faits par quelqu'un qui a entre 20 et 30 ans. Donc à ton âge, tu vois. C'est ça, oui. Voilà. Celui que j'avais quand j'étais étudiant à Montpellier est bien incapable de tourner la moindre image à peu près potable, quoi. Si même j'avais voulu. Lui enchaîner ça dans un système qui reste aujourd'hui fascinant, si tu veux. Do it yourself, excitant, complètement do it yourself. C'est-à-dire que pas un rond. Tournage en pellicule, pour payer la pellicule elle est périmée, c'est-à-dire qu'il fait le tour des labos et il demande de la pellicule périmée, ou alors il demande à Godard ou à Stache, à qui que ce soit, il te reste pas un peu des chutes, et il garde tout, c'est pour ça qu'il fait tout en prise unique. Donc il est à la fois son chef opérateur, il est aussi son monteur, son propre monteur. Il montait chez lui, il avait une table de montage chez lui vers le mi-temps des années 70, à côté d'ici d'ailleurs, rue de Richelieu, au 29. Là on rejoint la rue de Richelieu en sortant du café, on doit être au 100 à peu près, tu vois. On est près de là. Un appartement qui partageait avec Nico. Et si tu veux, donc ce cinéma-là était tourné au présent, mais il était tellement hiératique, tellement immobile, tellement menacé de geler sur pied, que ce cinéma-là donnait déjà un sentiment, on pourra presque dire soluble, et de suivre mon regard, enfin, je veux dire, de l'éternité. Or, quand il s'est mis à repasser par la narration, à raconter des moments de sa vie, mais ne pas les raconter tels qu'ils sont, c'est-à-dire à les brouiller,
à faire semblant à faire exprès de ne pas s'en souvenir et arriver à ne pas s'en souvenir, ou à les entrecroiser avec d'autres souvenirs, avec d'autres gens. De l'autofiction. Au-delà de l'autofiction, je pense que dans l'autofiction, il y a le plaisir presque psychanalytique de se raconter pour arriver où se la raconter, ou à se comprendre. Je pense qu'il y a un désir compliqué, circulaire chez Garrel, à la fois de creuser ce qu'a été sa vie, d'en retrouver des émotions comme des flashs qui remonteraient, qui seraient comme une première fois, parce que l'autofiction ne fait pas, l'autofiction se souvient beaucoup. Lui, le travail il fait de l'autofiction comme un amnésique, si tu veux. Tu vois, c'est-à-dire que d'un coup, en écrivant, des choses reviennent. Mais il ne va pas chercher à reconstituer tout le puzzle. Il va prendre ce qui lui revient, il va le mélanger à d'autres souvenirs pour que ces souvenirs ne ressemblent à rien d'autre qu'à quelque chose qui justement est au présent. Et c'est là que l'éternité se joue. C'est-à-dire que c'est là qu'on voit ce qui est chez lui, moi je trouve absolument magnifique, la chance du recommencement dont parlait Deleuze, ou la capacité d'aimer dans le temps, d'aimer ses amis dans le temps, d'aimer ses amours dans le temps, et de continuer à les aimer avec les gens d'aujourd'hui, les aimer au présent, de ne pas de faire avec des fantômes, et en même temps de faire son art est fantomatique sans doute, et en même temps que ces fantômes-là ne donnent pas un cinéma qui soit un cinéma de catafalque, mais au contraire quelque chose de beaucoup plus presque documentaire. C'est fou, tu sais, là-dessus, il y a ce film qui avait été assez sauvagement attaqué, démoli, et bien injustement, à mon sens, qui est la frontière de l'aube à Cannes, tu vois, il y a 4-5 ans. Et c'est un film, et c'est intéressant à voir pourquoi. Tu vois, c'est un film avec Laura Smet. Ouais. Laura Smet, c'est la fille de Johnny. Enfin, ça veut dire que c'est la petite fiancée des Français. Johnny, c'est l'ami de tous les Français, et Laura Smet, c'est l'enfant des Français, si tu veux. Et Laura Smet est quelqu'un qui va mal dans sa vie, et dont finalement, alors que le film se référait quasiment plan par plan, par endroits aux hautes solitudes, le film que Garrel avait tourné avec Gene Seberg, et au drame intime que vivait Gene Seberg à ce moment-là, qu'elle vivait avec Garrel par ailleurs, qu'elle traversait main dans la main avec Garrel à ce moment-là. Le film, au moment où il se tourne, on voit bien que le fantôme de Gene Seberg disparaît complètement du plan, ou alors il repasse, mais de façon différente. En tout cas, Garrel n'est pas dans la copie avec Laura Smet de Gene Seberg, il filme quasiment Laura Smet comme un documentaire. Et c'est quelqu'un qui est aussi en détresse à ce moment-là, et il arrive à capter quelque chose. Ce qui moi m'explique, si tu veux, les films de Garrel ne cherchent pas à être aimés de tous, en quoi ça se saurait, mais la violence du film, la violence de la réaction du film, au-delà du cirque cannois, qui est un amplificateur délirant, et je suis bien placé pour le savoir, pour avoir démoli des trucs, encensé des machins qui en valaient peut-être pas la peine, etc. En tout cas, qui est une caisse d'amplification démente de ce qu'est de la réception d'un film, la violence inouïe, tu vois, je me souviens d'un article dans le Figaro, mais qui était d'une violence rare, réelle. Je la conteste, elle leur appartient, je la conteste pas. J'ai été violent aussi quand j'étais critique, mais je veux dire, cette violence-là, elle s'expliquait d'une sorte de défense quasiment du spectateur français pour se dire, on n'a pas le droit de regarder la petite fiancée, la fille de Johnny souffrir en direct, alors que par ailleurs, Voici nous l'a donné à souffrir en Patio ou Paris Match à chacune de ces réhab, nous la faisait se raconter les réhab de A à Z sur 8 pages, et que personne n'y voyait d'inconvénient, et que ça faisait partie du Star System. Et ça, c'est intéressant, parce que pour moi, c'était vraiment au-delà de la bonne réception, mauvaise réception du film. On voyait totalement à quel moment, réellement, un film de Garrel est un film tourné au présent. Et ça, alors qu'il est une évocation filigraneuse, tu veux, d'amis morts, d'amour morte, et voilà. Finalement, il y a un côté aussi avec Laura Smet ici qui joue. Il y a une part de sa vie et ce personnage dans La frontière de l'aube. Et avec le processus que tu viens d'expliquer, il y a un môme que ça pourrait rejoindre aussi. Finalement, ce dont tu parles dans ton livre, c'est la répétition du même en art. Ouais. Il y a vraiment cette dimension-là qui se rejoue du coup avec La frontière de l'aube. Avec ce que ça veut dire, tu vois, la répétition du même. C'est à la fois c'est une spirale d'échec. Mais si tu le sais que c'est une spirale d'échec et que quelque chose d'autre va se produire, ça devient intéressant. Je pense que c'est... Après, tu vois, c'est toujours pareil. On fait des entretiens avec des cinéastes, et à un moment donné où ils peuvent pas aller aussi loin de dire les choses. Sinon, c'est même pas leur secret, c'est leur inconscient. Oui, donc il faut respecter ça, parce qu'il faut bien qu'ils avancent. Mais je pense que c'est profondément ça qui fait que Garrel se lève le matin pour écrire un scénario, ou le faire écrire
avec d'autres, si tu veux, chaque année. C'est d'arriver à... Je te coupe là pour quelque chose de très intéressant, parce que tu viens de dire qu'il se lève et donc il a dormi. Et quand il a dormi, donc il a rêvé. Parce que c'est l'autre dimension très importante du livre, c'est cette part, la part du rêve, dans ton livre et puis dans l'œuvre de Garrel. Je trouve comment ça retravaille tout ça. Pour le coup, je pense que c'est vraiment l'œuvre qui dicte cette partie-là. Parce que tu utilises pas mal Freud. Oui. Surtout dans la seconde partie du livre. C'est-à-dire que ce que Freud, que Garel a lu bien plus que moi, par ailleurs, je pense, même certains, mais ce que Freud, si tu veux, donne comme clé intuitive et méthodologique de quoi sont construits de quoi se construisent les rêves. Et les personnages que l'on voit en rêve ne sont pas forcément assignables aux personnages que l'on a reconnus. Ils sont des constructions de plusieurs personnes, avec des noms de substitution. C'est-à-dire les rêves sont remplis de clés, et de clés qu'il faut ouvrir. Et ça, c'est si tu veux, ce procédé-là, qui est inconscient et que nous reproduisons les uns les autres chaque nuit, Garel s'est aperçu dans son cinéma qu'il y a toujours eu cette part d'onirique. Quand il était expérimental, il était souvent muet, et muet, c'est-à-dire vraiment sourd, comme peut être muet parfois un rêve. Enfin, tu n'entends plus de son, tu ne sais pas, tu n'as que des impressions et des flashs. C'était pour garder ça, en dehors de la pauvreté technique dont son cinéma ne souffrait pas, mais souffrait. Et si tu veux, il a repris du rêve ce schéma-là, de cette façon de construire, et elle lui permet aujourd'hui de faire des scénarios comme on les rêve, et de tourner ce scénario comme on le rêve aussi, c'est-à-dire d'échapper une fois de plus au naturalisme. C'est très étrange, les gens qui connaissent mal Garel se font l'idée d'un cinéaste qu'il est, aussi par exemple de chambre, tu vois, quelque chose de très bourgeois, de très français. La caricature Arte, si tu veux, on va dire, du cinéma français bon teint, jamais trop violent, et toujours dans le sentiment. C'est un cinéma d'une violence inouïe, d'une violence émotive inouïe. On sort bouleversé d'un Garel, d'une fragilité totale, effectivement en chambre avec un art assez nu, mais qui n'est, à mon sens, mais réaliste que de très 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 loin, qui est complètement bâti sur une sensation de rêve. Et c'est ce qui pour moi, fait complètement. Il y a une particularité là-dessus incroyable. Et ce sentiment d'éternité dont on parlait il y a 5 minutes, il se déplie là aussi. C'est de la facture très 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 étrange, très fragile de ces images-là. Tu vois, c'est pas du tout un art de la maîtrise. Il maîtrise complètement. C'est un grand maître, mais qui fait advenir. Pour faire advenir, c'est-à-dire de surtout ne pas trop maîtriser. Et là-dessus, effectivement, il a peu d'équivalent. Certains moments de La Maman et la Putain ont ce côté Murnau, si tu veux. Tu vois, voilà, c'était la fin de cet entretien, cette première partie d'entretien avec Philippe Azouri, autour de la sortie de ce livre chez Capricci, donc Philippe Garel en substance. Bonsoir, mardi 30 juillet, 19h, 20h, en attendant Godard sur Radio Campus Rennes 88.4 FM, saison 5, épisode 40. Ce soir, on ne déroge pas à la règle avec une citation qui aura son importance évidemment par la suite, puisque l'auteur de la citation sera la suite en fait de l'entretien qu'on avait diffusé au mois d'avril. Donc la citation. Pourquoi répéter tout le temps si, comme il le raconte dans Le Vent de la Nuit, le temps est cyclique et cyniquement fermé sur lui-même ? Pour une poignée d'images, Luciole arraché à la ligne du temps, surgissant là, devant lui, qu'il regarde sans même être sûr de reconnaître en elle ses fantômes, laissant tomber leur masque. Ce que recommence la répétition, c'est ce sentiment de première rencontre, d'irruption, d'événement sensible. Filmé pour ces misérables miracles-là, ces plans de Mireille Perrier dans La Passée tendeur sous les Sunlight, ceux d'Aurélia Alcaïs dans La Naissance de l'amour, ceux de Julia Faure dans Sauvage Innocence, ceux s'arrêtant sur le sourire de Clotilde M dans Les Amants réguliers. Miracles isolés du reste du film, dont ils interrompent l'écoulement. Ils sont de la glaise brute, de la matière pure, du temps en suspens. Nimbés de lumière blanche jusqu'à saturation, déjà plus brûlé que brûlant. Le son à leur contact s'étouffe, devient sourd, et la sensation est élevée pour seule règle. Les chefs opérateurs, Caroline Champetier par exemple, appellent cela parfois l'accident lumineux. Et c'est de cela, le tremblement au moment de l'épiphanie amoureuse, qu'il s'agit à chaque fois. Le miracle fragile d'un aperçu d'éternité, le visage de fille qui arrache l'image au cercle fermé du temps. Une beauté sidérante qui ne rachète rien, qui ne sauve pas, mais émet dans un battement de cils, dans un sourire, dans un regard intense, le signe de sa toute-puissance, en laquelle on entendra ce que l'on veut bien entendre, à savoir que l'image, ça n'est jamais que ça, une consolation. Voilà, il s'agit d'un extrait de l'ouvrage Philippe Garel en substance, de Philippe Azouri, paru chez Capricci fin mars, donc c'était la page 228-229.
Donc voilà, vous l'aurez compris, hein, ce soir il va être encore question de Philippe Garrel dans En attendant Godard, hein, puisque on va passer enfin la seconde partie donc, de l'entretien que nous avait accordé Philippe Azori au mois d'avril. Sur la dimension des rêves, tu parlais de flash qu'on peut avoir au niveau des rêves, c'est-à-dire qu'il y a une qualité aussi chez lui, est-ce qu'on peut appeler ça une qualité, mais en tout cas des images comme ça qui ont une saturation, une blancheur comme ça qui peut advenir. Une blancheur d'appel, ouais, je crois que surtout sur des visages féminins notamment, qui font advenir. C'est un très très grand portraitiste. Parce que c'est vraiment cette haute intensité des plans. C'est vrai que c'est même dément, enfin tu vois. Les Hautes Solitudes, tu vois, qui est un film de 74-75, est devenu au Japon il y a 8 ans, 10 ans de ça, une espèce, comme le film était introuvable, des cinéphiles japonais avaient repris à partir de la pellicule, avaient pris des photogrammes, et les avaient tirés en très très grand, et ça devient comme une forme de photobook. Et ça tient, si tu veux, c'est là que tu vois que c'est un très très grand photographe, mais c'est un photographe qui déteste la photo. C'est son paradoxe parce que certains films comme Athanor, complètement immobiles, sont de la photographie qui s'étire dans l'immobilité sur des plans de 5, 4, 5, 6 minutes jusqu'à l'insupportable. Mais c'est quelqu'un qui a un rapport avec la photogénie, si tu veux, qui est hallucinant. Ouais. C'est vraiment hallucinant. Et alors, c'est marrant parce qu'il y a... C'est pas dans le bouquin, ça n'a pas sa place dans le bouquin, mais il y a des années de ça... parce que 7, 8, peut-être 10 ans de ça, j'étais en reportage aux Canaries sur le tournage de Ma mère de Christophe Honoré. Ah oui. Voilà. Et il y avait Louis Garrel, tu vois, son fils. Et j'étais avec Antoine d'Agata, le photographe. On était tous les trois. Je me souviens, il était très très tard dans la nuit ou tôt le matin. Je sais plus qui il y avait d'autres gens dans la pièce et avec un téléphone portable qui était les premiers, si tu veux, avec une définition pourrie, enfin des téléphones portables de 2002, enfin, tu vois, tu peux imaginer ce que ça donnait. Ouais. Mais qui était du coup en noir et blanc, c'était marrant. Louis s'est mis sans rien dire à personne à faire des plans, quoi. Et puis après il nous les a montrés, mais vraiment sans rien dire à personne, on le voyait pas faire, on était en train de discuter les uns les autres, sur une terrasse, le jour était en train de se lever, et il s'est mis à faire des images, on le voyait pas. Et après, 20 minutes après, il nous a montré ça. C'était un film tourné-monté, exactement ce que faisait son père, et avec un cadrage quasi similaire, et avec un art de la photogénie quasi similaire. Et ce côté Murnau, fantomatique, ça ne ressemblait pas du tout à la réalité, ça ne ressemble pas du tout non plus à ce qu'on fait les uns les autres avec un téléphone portable, même en étant plutôt aguerri à la photographie, des choses comme ça. C'est un souvenir étrange, mais si tu veux, je me suis dit, tiens, d'une part, voilà quoi, c'est l'atavisme garélien se poursuit, mais surtout, si tu veux, c'est en voyant Louis faire ça avec un téléphone que j'ai aussi un peu compris il avait déjà tourné avec son père, tu vois, il savait ça, ou il avait vu son père bosser, quoi. Et puis, à quel point c'est secret, ce truc-là. Et puis c'est aussi cette manière de regarder le monde, finalement. Voilà. Exactement. Sur la question qui est au cœur du livre et au cœur de l'œuvre de Garrel et qui rejoint aussi une conférence que tu as fait pour la Cinémathèque française sur Bulogier et aussi une part de l'entretien avec Charles Demeaux, c'est la question du personnage de cinéma qui est un petit peu au cœur, c'est-à-dire ce secret de l'incarnation et finalement le va-et-vient comme ça entre personnage, acteur, enfin la vie de l'acteur, le personnage et sa construction et du coup la vie du plan. Ouais. Hein, trois choses comme ça qui... Ouais. Et justement par rapport à Garrel, c'est un peu finalement le cœur de l'œuvre, on en a déjà parlé un peu tout à l'heure là-dessus. C'est même... ça m'est difficile de répondre à cette question, je vais t'expliquer pourquoi, parce qu'en fait, je pense que je m'intéresse profondément à la question du personnage de cinéma depuis un an et demi. Quoi. Ouais, parce qu'on en avait... La première fois qu'on s'est rencontrés, on en parlait déjà. Et si tu veux, les recherches sur le Garrel m'ont porté ailleurs, et je pense que c'est encore ce qui est en... Enfin, tu sais, je suis dans ce moment étrange, le livre a été terminé il y a 1 mois, il est déjà en librairie. Ouais. Je me souviens pas exactement de ce qu'il y a à l'intérieur du bouquin. Ça va quand même. Ça va là quand on parle, mais par exemple, tu vois, je sais plus du tout je sais pas ce qu'il y a sur le personnage, sur le personnage. Je sais ce que Philippe dit de la façon dont il fait travailler un personnage, mais j'ai l'impression que c'est sous-jacent dans le livre. J'ai l'impression que, enfin, tu vois, je sais pas du tout si. Je sais déjà pas du tout s'il y aura jamais un autre livre, celui-là m'a vraiment épuisé, mais je sais pas, en tout cas pas dans l'immédiat, mais s'il devait y en avoir un et que ça devait être un bouquin sur le cinéma et s'il devait être théorique, je pense qu'inévitablement il se payerait cette question, tu vois, et j'ai l'impression que cette question-là,
par ailleurs, je me souviens pas l'avoir traité, mais je suis moins bon lecteur du livre que toi. Non, mais là c'est plus parce que en faisant le réseau à la circulation comme ça, on peut entre. Mais c'est clair que c'est la question qui m'intéresse en ce moment, et j'ai l'impression que comme elle est neuve par rapport à ce qui a hanté ce livre, à la fabrication de ce livre il y a très longtemps chez moi, c'est ce qui n'a pas. Ça n'a pas fossilisé encore ce truc. Je sais pas, mais faudrait que. C'est des choses qu'il faut que je relise. Pour l'instant, j'en suis incapable de relire le livre. Tu vois. Je l'ai même pas sur moi. C'est lié à ça, la modernité. C'est-à-dire que Garel fait partie de ce qu'on appelle, peut-être juste titre ou pas, donc la modernité au cinéma. Tu en parles un peu au début et à la fin, c'est-à-dire qu'il y a une sorte pas de famille, c'est un peu dommage, mais de connexions qui peuvent se faire avec Eustache. Tu as cité la maison, la maman et la putain tout à l'heure, mais il y a Duras aussi. Oui, Duras. Ouais. Bon. D'une autre façon, par rapport à la question du temps, tu parles de René, de Kubrick, oui, parce et que de Wells. C'est bizarre parce que si tu veux, c'est par exemple René, Kubrick, Wells, ce sont évidemment d'immenses cinéastes. Ce ne sont pas du tout des cinéastes qui me hantent moi personnellement. Je crache pas sur revoir Shining, je veux dire, ou Je t'aime, ou Providence, qui sont des films de René, le dernier René que je trouve être un chef-d'œuvre. Wells, enfin tu vois, on peut dire que tu vois la Dame de Shanghai, c'est indépassable, mais bizarrement, enfin c'est pas mon nombre d'or, quoi, tu vois, alors qu'effectivement Eustache, Duras, le doyen de la femme qui pleure, c'est des trucs que je porte en moi. Et Rivette, oui, beaucoup. Tu vois, l'amour fou de Rivette, enfin tu vois, c'est une famille plus évidente, mais quand même quand tu te dis, tu te poses la question, qui sont les cinéastes qui travaillent complètement la question du temps, ils sont pas pléthores, et effectivement les très très grands compteurs de temps, et ça, Deleuze là-dessus l'a tout dit, si tu veux, c'est effectivement c'est Wells, René, Kubrick, quoi, tu vois. Et je trouvais finalement pas mal, si tu veux, de rajouter à ça Garel. Parce que précisément, même moi, ça me choque. Même là, quand je te le dis, ça me choque. Ça ne va pas de soi. Et pourtant, théoriquement, si, ça va de soi. Enfin, voilà. Et il y a quand même un moment donné où toi, tu fais un bouquin, et puis ton bouquin, s'il doit ressembler exactement à... J'aime bien le moment où je suis pas sûr d'être d'accord avec mon livre, si tu veux, tu vois. C'est pas toujours évident. Enfin, il faut un doute aussi. Voilà, ou des trucs, et c'est vrai que c'est ça qui m'avait... Quand je te disais, tu vois, cette première partie, ça marchait pas, etc. Je crois que j'étais d'accord sur tout, c'était hyper scolaire, c'était chiant, c'était nullissime. Finalement, tu t'es retrouvé aussi dans une situation comparable à celle de l'écriture de Werner Schroeter, où tu avais aussi réécrit. Oui. Est-ce que cette part fragmentaire... Emmanuel Burdeau avait déjà eu si tu veux, c'est même pas la gentillesse, c'est la folie, l'inconscience absolue, économique et si tu vas à tous les niveaux, de me dire, parce que le Schroeter, donc on avait terminé, on avait relu, tout le monde était content, ça allait partir, on était un samedi, et ça allait partir le mardi en fabrication. Et le samedi, il m'a donné une version à lire en me disant s'il y a 3-4 trucs à rajouter ou à enlever, c'est le moment ou jamais, relis, il y a peut-être une coquille. Et puis une demi-heure après, j'ai appelé Emmanuel en me disant que j'étais en train de lire le livre et je me faisais chier. Vraiment littéralement, on m'emmerdait à mourir, il y avait des tunnels, c'était impensable. Et Emmanuel, on a un peu parlé, m'a donné des pistes en me disant peut-être qu'il y a une répétition de 3 mots, je te les donne. Avec un logiciel, ça sortait en gras, je sais plus quoi. Et qu'entre le samedi 15h et le dimanche 22h, j'ai réécrit le livre en entier, et qu'Emmanuel l'a lu de 22h à 6h du matin, et qu'on a décidé de repousser la fabrication de 4 jours pour pouvoir chasser la coquille, et que Marianne Narboni relise ça, quoi. En fait. Voilà. Ils ont complètement, alors que ça devait partir à la fabrication, hérité de notre manuscrit. Donc oui, je l'ai pas fait sur les autres bouquins, bizarrement. Est-ce que cette fragmentation qui est très présente dans la première partie, justement, elle découle de cette, finalement, de ce qui a travaillé pour Schroeter, en fait. Ouais, j'aime bien ça. Le Schroeter était complètement fragmenté. Celui-ci ne l'est qu'en partie. Oui, ouais. C'est pas du tout pour les mêmes raisons. Le Schroeter était fragmenté parce que c'est un art, le cinéma de Schroeter, qui ne fonctionne que sur des additions de plans qui sont des fragments arrachés, et que du coup... Et un art du gros plan aussi. Un art du gros plan, et que par ailleurs, donc, il me semble, en tout cas, il m'a semblé
que d'un point de vue littéraire, c'est par là que je pouvais le retranscrire, mais d'une autre façon, si tu veux, c'était aussi très très agréable à faire et à le faire dans une vitesse folle, puisque le Schroeter a dû être écrit, il a été réécrit en 24 heures, mais en 48 heures, mais il a été écrit en 15 jours, quoi, en 15 jours d'été. Celui-ci, c'était différent. J'ai tenu à garder les fragments. Bien sûr, il y a cette filiation Schroeter-Garel. Dans les années 70, un cinéma qui est voisin, qui communique. Ils s'adoraient tous les deux, ils sont toujours adorés. Une qualité de temps. On le voit, une qualité de temps. Au-delà de ça, je pense que c'était pour moi la seule manière, si tu veux, d'extraire encore des choses qui venaient de ces carnets, qui eux-mêmes étaient fragmentés, puisque ces carnets n'étaient pas faits sous une forme continue, c'était fait comme comme une sorte de journal intime. Mais comme je voulais pas non plus soumettre tout le cinéma de Garel à ça, parce que c'est pas la vérité, que je voulais qu'il y ait du dépli, toute la deuxième partie du livre, elle est chapitrée, enfin, tu vois, presque romanesque. Quelqu'un, je dirais pas qui, j'aime beaucoup, quoi, Matic. Quand il a lu le livre il y a 2 semaines de ça, qu'il avait le sentiment que c'était presque un roman dont le héros s'appelait Philippe Garel et faisait des films. Et j'ai pas pensé, je vais être franc, j'ai pas pensé, quoi, tu vois, mais quand j'ai reçu ce texto-là, à un moment je me suis dit tiens voilà, ça m'échappe et ça m'intéresse. Parce que peut-être qu'effectivement, la fin, le dépli de la fin, moi je pensais qu'il ramenait un peu le livre du côté des études cinématographiques classiques. Et en fait, il semblerait qu'il les ramenait, parce que d'autres gens me l'ont après confirmé, qu'ils avaient ce sentiment-là, il semblerait qu'il les ramenait du côté de la littérature. De vers Théophile Gautier. Ouais, moi je veux bien. Hein, j'ai aucun avis là-dessus, je veux bien. Enfin, j'ai aucun avis conscient là-dessus, mais je veux bien. Je veux bien. Ouais. Donc j'ai tendance en ce moment à réécrire les livres. Je le fais pas beaucoup sur les articles. Je voudrais approcher une dernière partie qui serait vers la fin, en fait, sur toi spectateur. Aujourd'hui, quelque chose de plus voilà. En commençant par aussi finalement la part d'héritage de cette modernité, et du coup d'héritier potentiel ou possible de Garel, ou des gens qui ont continué une manière qu'il a pu. Je pense à La cicatrice intérieure et de ce que par exemple on peut trouver chez Vincent Gallo, ce qu'on peut trouver. Voilà. Est-ce que toi, au moment de la fin, on pourrait effectivement prendre depuis 10 ans. C'est toujours un peu facile de faire ça, mais Jerry ou Gary de Gus Van Sant, le film de Gallo, The Brown Bunny. C'est des films que j'adore. Par ailleurs, je crois qu'en termes de perpétuation, ça me motive très très peu. J'ai un rapport compliqué, de plus en plus compliqué à ça. Trouver des héritiers, c'est complexe. C'est une facilité critique aussi. C'est une facilité critique et c'est aussi, je pense, une façon d'emprisonner les gens. Effectivement, dans le catalogue de Bobigny, il y a une interview de Bertrand Bonello, et que s'il y avait quelqu'un effectivement qui, à mon sens, comprend aujourd'hui ce qui s'est passé avec Garel et le retranscrit de façon à lui magnifique, c'est bien Bertrand. De la même façon que je pense qu'il est très très libéré, et c'est ce qui me permet du coup de le dire, parce que je pense que s'il y a bien quelqu'un qui ne va pas se laisser enfermer dans le rôle du Garel Junior, tout à fait, c'est lui. C'est bien lui. Bonello va perpétuellement, j'espère en tout cas, et je le crois, parler quand même assez souvent avec lui, tenter même pas d'échapper à ça, parce que c'est même pas dans son programme. Voilà. De la même manière qu'on peut dire que Demi est l'ADN total de quelqu'un comme Christophe Honoré, si tu veux, tu vois. Oui. Mais dont on sait aussi que Christophe est porté par d'autres choses que la volonté de refaire les Barracudas de Cherbourg ad vitam aeternam. Et du coup, si tu veux, la question des héritiers, d'une certaine manière, elle m'intéresserait presque plus chez les acteurs. Oui, d'accord. Tu vois, je pense qu'il n'y a qu'un Garel et que la spirale d'échec de vouloir l'imiter coûte que coûte est un truc hyper casse-gueule. Même si tant mieux quand ça passe, ça passe dans le cinéma. Mais tu vois, par exemple, moi une des choses qui m'étonnera le plus quand je vois Les Amants réguliers, qui est fait avec des acteurs qui sont avec lui au conservatoire, tu vois, qui sont ses élèves au conservatoire, c'est qu'il y avait là, je me dis mais putain, mais il y a une manne d'acteurs malades, enfin, tu vois, il y a 20 acteurs jeunes, une beauté à couper, filles, garçons, d'une beauté à couper le souffle, sachant jouer. Tu es juste fou furieux parce que tu t'aperçois 5 ans après que 3 ont émergé, et avec même quelqu'un comme Clotilde Helm, si tu veux, qui aujourd'hui devient, tu vois, vraiment bankable parce qu'il y a eu une série télé
Et il n'y a rien de dégradant à ça. Je pense que vraiment aujourd'hui les choses passent par la série télé. Mais tu te dis qu'il y a quand même aussi 2 ans, 3 ans, le cinéma sait pas trop quoi en faire. Il y a Louis parce qu'il y a le glamour de Louis, quoi, tu vois, voilà, c'est le star, mais derrière, tu vois, des gens comme Nicolas Maury, dont on voit bien aujourd'hui que Nicolas, ça va devenir quelqu'un qui va, s'il sort du rôle un peu qu'on essaie de lui assigner, du jeune PD, machin, il va arriver à faire quelque chose de potentiellement très très fort. Ou Vincent McCain qui était dans Un été brûlant, et dont à mon sens, je pense qu'il est une sorte de Patrick Devers ou de jeune Depardieu des années qui viennent. Enfin, tu vois, le Depardieu du début des années 70, qu'on voyait arriver chez Ferreri et tout ça, je pense que c'est quelqu'un qui a ce potentiel-là. Céline Salette. Céline Salette, voilà. Mais c'est vrai qu'au milieu de ça, il y a dans Les Amants réguliers, il y a encore, enfin, on peut se baisser, et je pense que... si j'étais directeur de casting, quoi que ce soit, il y en a au moins 5-6 à qui, moi je peux en vouloir, j'en veux du matin au soir au cinéma français. C'est pour ça que ça me fait marrer les histoires de Garrel, c'est vraiment la quintessence du cinéma français. S'il y a bien un mec qui est le plus mauvais, le plus méchant défenseur du cinéma français, c'est moi, tu vois. Il m'angoisse le cinéma français d'une certaine manière dans sa façon. Et puis je pense jamais en termes. Déjà je suis pas français, je peux pas penser à un cinéma en termes de nationalité. Je pense à des gens et j'aime bien quand ils déplient des trucs. Oui, c'est ça. Voilà. Et là, si tu veux, je me dis que là j'en veux au cinéma français à ce moment-là, si tu veux, même en termes de glamour, parce que je suis à faire aujourd'hui des magazines qui ressemblent quand même à des magazines de mode. Je me dis tiens, il y avait des gueules là, il y a des gens que j'aimerais bien voir aussi en photo, que j'aimerais bien voir. Et je vois qu'ils ne sont pas exploités, ils sont probablement au théâtre, enfin tu vois, ils ont trouvé leur... Il n'y a pas un endroit où il y a plus d'espace, où il y a plus de souffle et moins de violence économique qu'au cinéma. Moi hélas je ne vais pas au théâtre comme beaucoup de cinéphiles, donc je les perds de vue, tu vois, ça m'emmerde un peu. Pour l'auditeur qui aimerait découvrir ou aussi connaître tes les Garrel films, oui. Tu en parles un peu dans l'introduction. Ouais. Je sais plus lesquels je mettais. Non, enfin, l'enfant secret, c'est. Enfin, l'enfant secret, je pense que c'est le. Si tu veux, voilà, si tu veux n'en voir qu'un et prendre l'œuvre au moment où elle se fracture et où elle commence à se déplier. Et un film qui à la fois résume ce qui s'est passé dans les 10 années précédentes, même en termes de cinéma, en termes de cinématographie, et déjà commence à déplier ce qui n'a cessé de se déplier depuis, c'est L'Enfant secret. L'Enfant secret n'existe pas en DVD. Justement, j'ai été demandé comment le voir. Cette nuit, je dormais pas. Une énorme insomnie. Et je tweetais, si tu veux, comme n'importe quel abruti qui a une insomnie à 3h du matin. Et j'ai vu un site espagnol ou mexicain tweeter un lien YouTube de L'Enfant secret en entier. Donc, dans une qualité. J'ai un peu testé, comme le film est déjà lui-même très filandreux, c'est évidemment on perd, mais enfin je veux dire il y a. Bon, tu sais, moi j'ai. Parce que c'est pour ça que j'ai pas non plus vu par exemple les Hautes Solitudes, parce que je trouve le RIP. Oui. Alors les Hautes Solitudes, enfin effectivement c'est un film. On a la chance de pouvoir le capter sur YouTube. Quand si tu veux t'es étudiante ou même moi qui fais le bouquin, c'est super pour travailler dessus. Ouais. Le film pour le coup se prend dans se vit en salle. Enfin l'expérience elle se fait dans. J'ai aucun fétichisme de la salle personnellement. J'adore l'idée que les choses soient dispo sur internet. Mais bon pour celui-là il se trouve que c'est un peu un crime. J'ai un amour dingue pour Liberté la nuit, qui est un film que j'ai mis du mal j'ai mis du temps si tu veux à intégrer parce qu'il est tellement, il y a tellement chez lui une volonté à un moment donné de faire une série B si tu veux. Mais vraiment. Et d'utiliser le ralenti. Ouais, utiliser le ralenti, un scénario qui à un moment donné avec des accélérations subites, etc. Aller vers un gunfight. Ouais. Et voilà quand même. Le début est stupéfiant, il y a ce moment un peu série B, moi que j'aime beaucoup, et puis il y a la dernière partie qui est vraiment là aussi à nouveau la chance du recommencement profondément, enfin théoriquement, où Philippe Garrel filme Louis, mon Dieu, mais tu vois, son histoire comme ça de transubstantiation, il a fini par tout nous bouffer. Filme Maurice, son père. Ouais. Quelqu'un qui à ce moment-là, je ne vais pas dire d'erreur, mais 62, 64 ans. Ça, au lit avec Christine Boisson, très très jeune actrice. Ça pourrait être sur le papier, c'est le truc le plus casse-gueule. Un fils de 35-40 ans, cinéaste, qui filme son père qui a la soixantaine, au lit avec une femme de 25-27 ans. Ça pourrait être mais abject. Et c'est, à mon sens, enfin si tu veux,
C'est bizarre, quand je pense à Antonioni, je pense à cette dernière demi-heure de Liberté la nuit, parce que pour moi, tout Antonioni, qui est peut-être, tu vois, avec Ozu et Eustache, si je mets Garrel de côté, et Godard, parce que c'est Picasso, machin, c'est vraiment ce qui me hante le plus que, tu vois, que Kubrick, que René dont on parlait. Vraiment, je suis sur Antonioni, c'est quelque chose que je ne peux pas me dépendre. Et quand je pense que jamais j'ai vu un cinéaste à ce point en dialogue avec Antonioni que cette séquence-là, quoi. Tu vois. Il y a ce plan de la fenêtre. C'est d'une intelligence sur la femme. Sur la profondeur de champ, c'est un plan qui est assez incroyable. Il est avec Antonioni, mais il est aussi avec avec les frères Lumière. Il est aussi avec Étienne Jules Marais, c'est-à-dire avec l'archéologie du cinéma. Et il passe aussi par Murnau, par les fantômes. Et en même temps, c'est Eustache aussi. C'est vraiment la putain, c'est une scène de lit. Et d'un coup, il n'y a plus de père, il n'y a plus de différence d'âge. Il y a un homme et une femme dans leur secret, leur quintessence. Ce qui est totalement, enfin, voilà, on a beaucoup déliré là sur le temps, ce qu'on veut. Ouais. Mais la base absolue, si tu veux, pourquoi c'est d'une simplicité essentielle. T'as 18 ans, 20 ans, 30 ans, moi maintenant 40, t'es dingue de ce cinéaste-là, Garrel. Et tu vois les films, et tu revois les films, et t'en as besoin. Et toi, j'ai vu pareil sur Twitter, t'as des gens comme ça qui disaient il y a quelques jours, que ces films les aident à vivre, tu vois, comme Antonioni peut aider à vivre, tu vois, de la même manière, ou certains Godard peuvent aider à vivre. Eustache aide à vivre, parce que je pense que profondément, à un moment donné, ça dit un homme, une femme, ou c'est quoi, à quoi ça tient l'amour, et pourquoi, c'est quoi le dialogue entre un homme et une femme. Et il y a un cinéaste homme qui arrive à comprendre les femmes à ce point-là, sans être exempt en plus parfois de misogynie. Qui les fait d'ailleurs dialoguer par des femmes. Et qui les fait dialoguer par des femmes aujourd'hui, pour éviter ça précisément. Mais cette compréhension-là dans le regard, cette dialectique, parce que la première fois je crois que j'ai lu le mot dialectique, j'étais lycéen, c'était une interview de Garrel dans les cahiers, tu vois. C'était un truc marrant, en 4 elle a passé Tender sous les Sunlight, qui est un de mes Garrel, le Garrel potentiellement le plus bizarre et sans doute celui que... Moi il me fascine particulièrement. Ouais, moi celui-là, j'en ai jamais fini avec celui-là, je le comprends. Notamment je pense que sur la question du personnage, oui. Il est particulièrement essentiel. Celui-là est tellement à tiroir et à clé. Et sur la question du temps aussi, parce que c'est Faust. Enfin, tu vois, et Garrel, c'est de plus en plus Faust. C'est notre Faust à nous. Et puis notamment, tu le reprends dans le livre, mais ce dialogue hallucinant avec Chantal Akerman. Voilà. Il faut que les gens le voient, ça se raconte pas. Ça se raconte pas. Ça se raconte pas, mais c'est dément. En plus, c'est un motif qu'il a repris plus tard dans Sauvage Innocence, le financement occulte de certains films. Et tu sais pas du tout si c'est de coke. Si tu vois, si c'est un souvenir, si c'est un truc complètement aberrant, parce qu'il adore ça. Enfin, c'est quelqu'un qui joue beaucoup. On croit toujours qu'il n'y a pas d'humour dans les films de Garrel. En fait, c'est différent parce que c'est quelqu'un qui injecte de l'aberration à certains endroits, mais des trucs tellement incroyables pour précisément faire passer d'autres trucs en contrebande. Il est très très malin. Là-dessus, il maîtrise énormément. Aujourd'hui, tu es spectateur justement de quel cinéma, ou qu'est-ce qui te fait dans les jeunes cinéastes ou même dans les sorties salles récentes, quelque chose qui te... Écoute, je vais t'avouer un truc. J'ai passé 2 ans là à... Comment dire ? J'ai passé même 3-4 ans à me réconcilier avec le cinéma américain, qui était loin de là, pas du tout ma spécialité. En fait, à l'époque j'étais à Libé, t'avais vraiment l'impression que les gens m'avaient, même au sein de la rédaction, identifié sur le très marginal, un cinéma français radical chic, on va dire, tu vois. Bon, voilà. Dont aujourd'hui, un film que j'adore absolument comme Tabou, si tu veux, et la quintessence. Et en plus, c'est des gens que j'ai accompagnés, si tu veux, tu vois, Miguel Gomes, Albert Serra, tu vois, enfin Lisandro Alonso, c'est des gens, je peux dire, de ma génération dans lesquels je me reconnais complètement. Tu vois. Mais bizarrement, donc j'ai passé les 4 dernières années tout en accompagnant toujours en ayant du goût pour ces cinéastes-là. Évidemment, ça ne se démentit pas ces trucs-là, mais à me réconcilier avec le cinéma américain, même le plus mainstream qui soit. Tu vois, je trouve que par exemple un film comme Greenberg, pour moi, c'est un des trucs les plus beaux des dernières années. Et là, récemment, si tu veux, c'est marrant, quand je suis revenu du Japon, là, il y a une semaine, je suis tombé sur le numéro des cahiers, tu sais. Oui. Bon, du coup, il y avait un gros dossier Garrel, on parlait du livre, j'étais très content, machin. Ouais. Et c'est la première partie du numéro qui m'intéresse parce que il y a un choix de gens dont pour certains je connaissais, mais si tu veux, aujourd'hui en France,
je vois émerger un cinéma qui est fait par des gens qui ont entre 20 et 35 ans, on va dire. Avec hors format, mais littéralement, tu vois, avec des films qui font 28 minutes, 1h02, enfin, comment se griller totalement avec tout. C'est Yann Gonzalez, c'est Yann Gonzalez. Elle, je connais pas ces films, donc j'attends. Vincent McCain. Ouais, Vincent McCain, Virgile Vernier. J'adore Orléans. Tu avais parlé à le moment de Locarno de Orléans, hein, qui sort bientôt. Qui sort le 1er mai. Voilà. Et le travail de Virgile depuis des années me passionne. Et c'est que j'ai découvert comme ça en festival. Je trouve ça magnifique. J'ai la semaine dernière, en revenant de Tokyo, j'ai pu assister à la projection de Pour la France de Chanty-Massue. Il se trouve que bon, je fais le zouave contre un mur qui a 40 secondes dans le film, et c'est pas du tout pour ça que le film m'intéresse. J'avais même oublié, j'en parlais à quelqu'un la semaine dernière, j'avais complètement oublié. Le film m'a séché, quoi, littéralement. C'est un film d'une demi-heure, et je trouve qu'il renoue avec quelque chose qui m'a manqué pendant un moment, et qui finalement évidemment est chez Garel, elle est chez Carax, etc. C'est une forme de lyrisme, d'absence de cynisme. De poésie, ça passe ou ça casse. Soit chez Virgile, tu te dis à tout le monde ça va se casser la gueule. Dans Orléans, ça passe. Dans le film de Chanty-Massue, tu te dis mais ça va se rétamer. Il n'y a pas une séquence où tu n'as pas peur. Tu as peur pour elle, tu as peur pour le personnage. Et ça passe. Et plus ça passe, et plus l'effet de merveilleux, si tu veux, quoi. Et dément. Et là, c'est marrant parce que j'en étais au point, tu vois, c'est comme ça, t'es rattrapé. Parce que j'étais au point où j'avais. Je commençais à avoir, tu vois, un peu de l'ennui de films français qui ne me surprenaient pas, ou de films minoritaires, ou radical chic, je sais pas, il n'y a rien de ces trucs-là qui me satisfont, mais en tout cas, tu vois, voilà, de cette case-là, effectivement, on voyait que les films étaient mandatés par les festivals, circulaient là-bas, et tout le monde... Cette malheureuse expression de film de festival. Oui, moi, je m'y reconnais pas non plus, parce que je pense que quand les gens font les films, ils les font pas pour les festivals, mais si tu veux, voilà, à un moment donné, j'ai l'impression d'une impasse, qui était aussi une impasse intellectuelle pour moi, et un crève-cœur. Mais il y a eu Carax. Il y a eu le Carax, mais il se trouve que bon, le film de Virgile a été fait avant le Carax. Pour la France de Chanty-Massue, il a été tourné il y a 1 an. Donc la résurrection de Carax a été, tu vois, on pouvait la programmer, mais personne ne pouvait s'attendre au choc de l'Imotor, si tu veux, qui est vraiment la bouée de sauvetage, et même aussi, si tu veux, le phare dans la nuit, ou ce que tu veux. Une boussole. Ouais. Et si tu veux, voilà, là d'un coup, je me dis... c'est idiot, c'est lyrique ce que je veux dire. Je suis un peu fier de... C'est même pas ma génération, si on se rend, tu vois, ils ont entre 5 et 10 ans de moins que moi, mais j'ai envie de croire dans cette génération-là. Je trouve qu'ils ont morflé, c'est des gens qui ont... Tous ces gens qu'on a cités, c'est des gens qui depuis 7, 8, 5, 8 ans font des courts-métrages, pas mal rejetés, tu vois, qui n'ont pas toujours eu l'honneur des festivals. Pas dans les cadres. Pas dans les cadres. Pour la France, un projet, je crois que Chanty-Massue a traîné pendant 6 ans. Virgile, il a un peu de trucs, il a des projets qui marchaient, d'autres qui marchaient pas du tout. Leur nom n'apparaissait pas. Et moi, c'est des gens que je voyais un peu comme ça, parce qu'on les... Voilà, Paris est petit pour les cinéphiles, quoi. Tu vois. Oh oui. Et voilà, les gens te parlent de leur projet, puis tu finis par avoir peur. Tu vois, je pense au film d'Elena Klotz, par exemple, malheureusement pas vu. L'âge atomique, tu vois. Et j'ai envie en ce moment, si tu veux, d'un coup, je me dis tiens, voilà, ces gens-là, c'est bizarre parce que d'un coup, leur nom commence à advenir. Ouais. À la fois, je suis très heureux pour eux, et à la fois, j'ai envie en ce moment de ce lyrisme-là. Après, je peux me tromper, tu vois. Oui, c'est pas. J'ai envie. Moi, je sais qu'à titre personnel de spectateur, et qu'en plus, je suis de moins en moins critique de cinéma, en tout cas pas sous la forme d'un quotidien. J'ai plus cette responsabilité-là, mais comme spectateur pur, ouais, j'ai envie de cette ère-là, quoi, à un moment donné. D'un ailleurs aussi, quoi. Ouais. J'ai envie de ce cinéma-là qui se fiche de savoir si c'est dans le documentaire ou dans la fiction, s'il est dans le court, dans le moyen ou dans le long métrage, s'il est dans le lyrisme ou dans le réalisme. J'ai envie de cette liberté il me la donne, donc je la prends, quoi. D'accord. Sur le... Comment on pourrait dire ça, par rapport à l'écriture en substance, qu'est-ce que tu conseillerais, alors c'est une question très bête, qu'est-ce que tu conseillerais aux gens d'écouter pour le lire? Là, comme ça. J'aime bien la question. J'aime pas pensé, mais je l'aime bien. C'est ça, tu vois, là c'est un peu la partie un peu bottom of the shelf, un peu questionnaire dans la discipline. C'est l'arroseur arrosé. Exactement.
Écoute, il faut que je me souvienne de ce que j'ai écouté moi, Voilà, si tu veux, tu vois. ça peut être 2-3. Non, il y a un truc qui me vient à cœur, enfin qui me vient immédiatement à l'esprit comme ça. Ouais. C'est un morceau que j'ai découvert sur, tu vois, ubu.com, tu vois, c'est une sorte de plateforme d'art. Ils ont mis en ligne au début de l'été, ils ont mis en ligne toute la discographie du label Obscure, qui était le label de Brian Eno. Moi, il y avait des trucs que j'avais en vinyle, puis il y a des trucs qui étaient introuvables, etc. Et il y a là-dedans un morceau de Michael Nyman qui doit s'appeler 100. Je suis pas sûr du titre, qui fait une demi-heure, qui est un truc solo au piano. Il faut avouer que je pense que s'il y a un mec que je déteste depuis que j'ai 15 ans, c'est Michael Nyman. Je hais Greenaway, les musiques de films de Greenaway, c'est à chier. Enfin, pour moi, c'est l'horreur littérale. Et voilà, donc j'ai regardé hier, je suis à 143 écoutes. Quand même. Tu veux, ce truc-là, qui est un des premiers trucs de Nyman de 76. J'ai pas encore osé m'aventurer dans le reste parce que je pense qu'il y a profondément j'ai dû me tromper sur toute la ligne sur lui. Mais Michael Nyman, bon, pour moi, c'était vraiment la quintessence de l'horreur et ça fait voilà, si tu veux, depuis le mois de juillet et beaucoup surtout depuis. C'est un bouquin que j'ai beaucoup écrit. Décembre-janvier quoi. Décembre-janvier, il a pas fait beau cette année, il faisait très froid. J'ai écrit beaucoup au petit matin, enfin tu vois, de 4h30, 5h du mat. J'espère qu'ils sont pas trop, sont 4h du mat, sont 5h du mat. Mais ça m'a accompagné beaucoup. J'ai beaucoup. Enfin, moi, tu sais, tous ces choses, on en avait discuté une fois. Beaucoup de gens, quand ils écrivent, ont besoin de silence, de choses comme ça. Oui, moi, c'est l'inverse. Moi, non seulement j'écris. Ça te nourrit aussi. J'écris avec la musique au casque. Et j'écris en écoutant à 70% de la techno et des mix. J'ai besoin de mix, c'est-à-dire de mix sur 2-3 heures, où à un moment donné, quelque chose d'hypnotique et où le rythme à la fois soutient ma frappe et surtout je sais pas, c'est un déclencheur pour moi. Et de fait là, cette année, si tu veux, effectivement tu vois, tout ce qui est autour de Sandwell District, Fonction, etc. Ça a beaucoup servi pour moi. Tu vois. Silent Servant, tu vois, toute cette musique qui vient globalement peu ou prou du Berghain, ou qui reprend cette chose comme ça, c'est une tessiture hyper froide, violente, dure. C'est une espèce de jointure Détroit-Berlin. Ouais, voilà, complètement. Ça m'aide beaucoup. Et puis, honneur à quelqu'un qui m'a vu souffrir depuis des mois sur ce bouquin, qui a été quasiment mon correspondant au jour le jour, parce que en même temps que le blog, on est en train de monter une maison d'édition, et c'était c'était un peu de travail quand même à côté de ce livre-là. Ah, quand même, ouais. Qui est Yvan, quoi, Yvan Smag, et les mix d'Yvan ou les morceaux qu'il m'envoie parfois restent, ou ce qu'il me conseille reste si tu veux, ça fait très longtemps que je crois que déjà quand les notes se compagnonnage. Voilà, d'une certaine manière, il a ambiancé, si tu veux, l'écriture de ce bouquin. D'accord. Mais au milieu de ça, il y a eu pas mal de. C'est marrant, il y a eu une sorte de vague chez moi, de retour de vague surf garage. Ah tiens. Ouais, Billy Shieldy, j'ai beaucoup de trucs comme ça. Puis autour, tu sais, il y a toutes ces compiles. Maintenant, il y en a des vingtaines autour des Cramps, entre les morceaux que les Cramps nous ont fait découvrir, ce que les Cramps ont repris. Ce mec sur internet qui a fait 17 compilations à partir de tous les morceaux, que les interviews de Luxe Intérieur, etc. Tu vois, genre, il a cité tel mec dans telle interview, donc il met un morceau dans la compilation. Et j'en ai téléchargé pas mal, tu vois, je me suis pas mal goinfré de ça. Et c'est pas génial pour écrire, parce que tu vois, le format garage c'est 2 minutes 20, c'est tout en puissance. Mais malgré tout, quand même, malgré tout, je crois que ça a pas mal. Si je dois regarder, si je dois me souvenir de ce qui a beaucoup tourné dans l'ordi à ce moment-là, il y a beaucoup ça, quoi. Ouais. Et la dernière question, ce serait je pense liée à celle-là, et je suis content de te terminer là-dessus. Ce serait les livres, la littérature du coup. Ah ouais, la littérature elle est présente dans le Garel Book là. Elle est vraiment présente parce que je te l'ai dit, comme j'ai travaillé avec ce système, ça avait commencé avec Mario Praz, quoi, tu vois, un livre avec toi, quoi. Un livre avec moi pour y trouver un mot, une phrase. Un livre à Praz beaucoup sur ce livre-là, tu vois, vraiment. Mario Praz beaucoup. Notamment les 3 bouquins qu'il avait fait chez Bourgois. C'est pas La morsure du serpent, le titre m'échappe aujourd'hui. Il y a le serpent autour. Vous trouverez ça, c'est en 3 volumes. C'est un des rares bouquins qu'il a fait en 3 volumes. Praz beaucoup.
Burroughs beaucoup, parce qu'il y a le Burroughs à Tanger qui commence à délirer sur le temps et sur le... Interzone. Ce Burroughs-là. En partie parce qu'il y a aussi une idée qui n'est formulée qu'à la fin, mais à laquelle je pense j'ai toujours pensé dans ce livre-là, qui est le pacte avec le serpent. Le pacte avec le serpent, voilà, 3 volumes de Mario Praz chez Bourgois, Amazon parce que forcément ça ou Webbook parce que ça se trouve plus en librairie. Donc Burroughs, je disais, parce qu'il y a le fantasme dans le livre d'un Garel arabe. Oui. Enfin, en volute, si tu veux, pris dans des volutes, voilà. Qui est une idée que j'ai peut-être pas assez mis en scène, parce que je pense que c'est celle profondément qui me une idée opiacée. Elle me fait le plus sourire, si tu veux, c'est celle que j'aime bien. Il y a des idées que l'œuvre t'impose, et puis il y en a une que tu as envie de passer, glisser, quoi, tu vois. Et celle-là, celle-là j'aime bien. Et étrangement, parce que tu vois, quand je te racontais ces histoires à un moment donné, j'avais 3 semaines pour réécrire le livre, et un bouquin s'est invité dans cette écriture-là, et m'a aidé à trouver un calme qui manquait. Bizarrement, il y avait moins de fièvre dans la première version, alors que le livre cherchait à être fiévreux, ça marchait pas. Et qu'il a fallu au moins injecter du calme à certains endroits pour que les choses ressortent mieux. Et ce bouquin, c'est le bouquin de Mathieu Lindon, Ce qu'aimer veut dire. Ouais, tu le cites d'ailleurs. Je cite à la fin, presque ça vraiment, c'est bizarre parce que je l'avais raté à sa sortie, pourtant il avait fait du battage. Lindon, on a bossé à Libé ensemble, jamais vraiment ensemble. C'est quelqu'un que je connais de très loin, tu vois. Je fais pas du tout, fait pas partie de ma bande directement à Libé. J'ai longtemps cru que le livre était trop proche du Guibert, de l'ami qui m'a pas sauvé la vie. Je voyais pas exactement pourquoi j'allais relire ça. Et puis tu vois, c'est comme ça, t'es un dimanche matin, t'as la librairie qui est ouverte le dimanche en bas de chez toi, et c'est sorti, tu sais pas quoi prendre, tu prends ça et puis tu commences, quoi. Et depuis une semaine ou deux, tu essayes de trouver à réécrire un livre, tu essayes de trouver une musique, et puis tu trouves pas, et puis tu commences, et puis au lieu d'écrire sur là, tu lis la moitié du livre, puis tu t'aperçois que ça t'aide, quoi. Que ça aide à quelque chose qui passe, du coup. C'est musical, hein, ces histoires, c'est une question vraiment de rythmique, de tempo, quoi. Tu vois, tu dis merde, mais c'est à cette allure-là que ça devrait être joué. Après, tu vois, je prétends pas que le bouquin est réellement immense et il m'a bouleversé, et je me mesure pas du tout à ça. Je veux dire, mais je sais que voilà, enfin, en termes de secret de fabrication. Puis bon, après le reste, on l'a beaucoup cité déjà. Deleuze reste ça. Et il y avait un truc si assez étrange. Il s'est passé un truc assez étrange au mois de décembre, pendant que je bossais je commençais à écrire le bouquin. Les éditions de Minuit ont sorti 2 ou 3 livres de Clément Rosset. Tu vois. Je l'avais jamais lu, Clément Rosset. Le récit d'un noyer. Fantasmagorie, là, du coup. Fantasmagorie. Et un matin, comme ça, il y a une librairie en bas de chez moi. C'était super tôt, il était 9h. La librairie n'était pas ouverte, mais je regardais la vitrine, je m'attardais un peu en bouffant un croissant. Il y a un mec qui est venu, qui s'est mis à côté de moi, qui a commencé à me parler, qui m'a parlé de Clément Rosset. Le mec que je connais pas du tout, jamais revu. Il m'a parlé 10 minutes. Des trucs qui arrivent jamais, bon, mais plutôt plaisant. C'est quand même bizarre de provoquer la conversation sur Clément Rosset. Le truc m'a commencé et ce qu'il me racontait sur Clément Rosset, ça correspondait exactement à ce à quoi je cherchais chez Garel, c'est-à-dire des échos de l'invisible, de l'intangible, le rapport au réel, au double. Je me dis, mais il y a de ça, quoi. Alors moi, quand je travaille pas chez moi, j'aime bien travailler à la BPI à Beaubourg, tu vois. Enfin, c'est un endroit où j'aime bien aller écrire. Alors l'après-midi, j'allais à la BPI et je me dis, parce qu'ils les ont, les Rosset. En plus, on va commencer par là, quoi. Et je commence à potasser ça, et je trouve qu'effectivement ça me nourrit, si tu veux. C'est la philosophie pure. Un bagage théorique. C'est solide, ça m'aide, je m'y retrouve, ça éclaircit les choses, et c'est très bien. Et puis au même moment, je sais plus quoi, j'ai repris une interview que Garel avait donnée au Cahier pour la sortie d'un été brûlant. Et je vois qu'à un moment donné, au hasard comme ça d'une citation, il cite Clément Rosset, tu vois. Et c'est ce genre de truc, c'est ce jour-là même, tu vois. Et dans le même après-midi, je me suis dit, tiens, ça c'est un signe, quoi. J'aime bien ça, quoi. Un heureux hasard. Tu vois, ça tu prends, quoi. Tu m'étonnes. Eh bien écoute Philippe, merci beaucoup. Ouais, en même temps, j'aimerais bien en faire une de 3 heures, 4 heures, hein. Ce serait possible aussi. Toute l'année aussi. Toute la nuit. Ouais. La bande son était pas géniale. La bande son était pas géniale, ouais.
On refera le mix, c'est pour ça. D'accord. Écoute, merci vraiment beaucoup pour cet entretien. C'est moi, Et Erwan. puis bravo pour le livre. Voilà. Merci.